Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, mon sujet est le phénomène des traductions partielles, le cas des bucoliques et de l'Énéide de Virgile. Ma conférence prend pour sujet un phénomène significant dans les traductions des bucoliques et de l'Énéide de Virgile. C'est vraiment clair que quelques traducteurs font des traductions des poèmes entiers, alors que d'autres font des traductions d'une partie seulement, soit un livre ou un poème individuel ou un extrait plus bref. Par exemple, les premiers traducteurs britanniques de l'Énéide ont fait des choix différents. Gavin Douglas a traduit le poème entier en écossais en 1553, mais le comte de Surrey a choisi de traduire seulement les livres 4 et 2 en anglais. Et en France, nous savons que Clément Marot a écrit une traduction de la première églogue en 1512 et que Guillaume Michel de Troyes a traduit les bucoliques entières en 1516. Les géorgiques sont plus souvent traduites entières et donc je ne leur prêterai pas attention aujourd'hui. J'avais aussi l'intention de jeter un coup d'œil sur le supplément latin pour l'Énéide écrit par Maffeo Veggio en 1428. Celui-ci, le 13e livre de l'Énéide, fournit une conclusion heureuse au poème, qui culmine dans l'enlèvement d'Énée au ciel comme récompense pour avoir établi la Rome de l'avenir. Cela implique de l'insatisfaction avec la conclusion du poème transmis. Il est fascinant que le 13e livre de Veggio est souvent inclus dans les traductions de l'Énéide à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et, après cela, à peine. Cela semble exiger une explication, mais pas aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'autres phénomènes à explorer. Ma conférence est basée sur une enquête de la production des traductions partielles de l'Énéide en Europe. Cette enquête offre l'occasion de voir les tendances dominantes, à la fois synchroniques et diachroniques. Je vais commencer en vous offrant une esquisse très rapide de la situation concernant les bucoliques fournies par mes recherches jusqu'à présent. Puis, je vais consacrer le reste de mon temps à l'Énéide et à vous donner une série de cas particuliers. Je pense que nous pouvons expliquer au moins une partie des sélections en fonction des circonstances du traducteur, son éducation, ses motivations, ses objectifs et ses ambitions. J'ai une liste provisoire de conclusions à offrir à la fin. Mais je serai très heureuse si vous avez d'autres suggestions. Et avant de commencer, je voudrais féliciter mon assistante de recherche à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle s'appelle Amy Brown et elle m'a aidée en faisant la compilation d'une feuille de calcul interrogeable des traductions entières ou partielles des bucoliques, des géorgiques et de l'Énéide. Et je remercie aussi le Conseil canadien de recherche en sciences humaines pour la subvention qui me permet de l'employer. J'avais l'intention de discuter également des bucoliques dans cette conférence, mais j'ai rapidement accumulé plus que suffisamment de matériel sur l'Énéide. Je vais donc me limiter ici à une esquisse très simplifiée de la situation comme la voix concernant les bucoliques. Il n'est pas surprenant
que l'Églogue 4 est le poème le plus souvent présenté dans les traductions autonomes. Dans ce poème, Virgile célèbre la naissance d'un enfant mystérieux dont l'arrivée va inaugurer un nouvel âge d'or. Une interprétation christianisée a été attribuée à ce poème très tôt dans l'ère chrétienne. On a vu l'enfant mystérieux comme étant le Christ. J'ai déjà identifié les traductions autonomes de la quatrième églogue en italien, en espagnol, en français, en anglais, en allemand, en russe, en tchèque, en danois et en norvégien. Et en 1930, l'année bimillénaire de la naissance de Virgile, 2 livres entiers sur la quatrième églogue contenant tous les deux des traductions ont été publiés à Paris, l'un par Jérôme Carcopino et l'autre par Henri Jeanmer. Après l'églogue 4, la plus favorisée pour le traitement autonome est la première églogue. Je l'ai trouvée en français, en anglais, en allemand, en basque, en néerlandais, en grec moderne, en japonais, en serbe et en ukrainien. Comme vous le savez, la première églogue prend pour thème l'exil et l'asasie violente de la terre. Souvent, il semble que les traducteurs répondent à ces questions en l'identifiant avec Meliboeus, le berger qui est contraint de se retirer en exil, bien que certaines versions suggèrent une identification avec la position de Tityre, le berger qui a reçu la terre et la sécurité grâce à la générosité d'un homme puissant. Les poèmes moins favorisés de traitement individuel semblent être l'églogue 5, ce qui m'a surpris grâce à son potentiel pour l'allégorie et son déploiement panégyrique. Ensuite, l'églogue 8, puis les églogues 3, 7 et 10. Il y a de nombreuses questions qui m'attendent dans cette enquête. Par exemple, pourquoi John Dryden a-t-il choisi les églogues 4 et 9 comme sa contribution à un recueil des traductions de l'ensemble du livre? Pourquoi André Richter a-t-il choisi la 8e pour une édition avec traduction et commentaires en 1970? Et pourquoi les églogues 3, 100 et 8 ont-elles été sélectionnées pour une anthologie récente ukrainienne de la littérature latine publiée en 2000? Vous voyez ici le genre de questions que je souhaite me poser. Mais maintenant, je vais tourner mon attention vers l'Énéide afin que je puisse discuter de quelques exemples plus en profondeur. Si nous nous demandons quelle partie du poème reçoivent le plus d'attention, nous trouvons toujours un biais en faveur des livres 1 à 6. Il y en a beaucoup d'exemples. Dans le 5e siècle, Fulgence, dans son commentaire allégorisé sur l'Énéide, interprète les livres 1 à 6 plus complètement que les livres 7 à 12. 1000 ans plus tard, aux États-Unis, chez le Boston Latin School, qui a été fondée en 1635, on lisait les livres 1 à 6 dans la dernière année de l'étudiant. À mon avis, il est toujours utile d'examiner ce qui se passait dans les écoles. Je parle de l'Antiquité tardive, de l'époque médiévale, de la Renaissance et jusqu'à nos jours. Dans l'examen Advanced Placement,
aux États-Unis, créé en 1956, les sélections sont prises des livres 1, 2, 4 et 6. Toujours, il semble, l'histoire de Didon et Aînée a été la plus frappante. Peut-être vous connaissez le cas d'Augustin, quand il réfléchit à ses études latines d'enfance à l'école dans Madauras en Afrique du Nord. Augustin rappelle le plus vivement les errances d'Aînée et la mort de Didon. Il dit « J'ai été obligé d'apprendre par cœur les pérégrinations d'un certain Aînée et à déplorer la mort de Didon parce qu'elle s'est tuée par amour. » David Wilson Okamura, dans son livre Virgil in the Renaissance, propose que nous faisons une distinction entre les lecteurs de 6 livres et les lecteurs de 12 livres. Mais il me semble que l'étude de tous les 12 livres n'est jamais devenue la norme. Au contraire, le lecteur de 6 livres persiste jusqu'à présent. Je passe maintenant à examiner la situation en ce qui concerne spécifiquement les traductions. Même un coup d'œil sur l'histoire de la traduction de l'Énéide révèle un parti pris massif en faveur de la première moitié du poème. Il y a plusieurs exemples. En France et en Angleterre, et particulièrement en Italie, où on a identifié au moins 6 traductions de la première moitié de la poème entre 1539 et 1560. Mon collègue Craig Callendorf a fait des recherches très utiles sur ce sujet. Je pourrais en dire plus, mais je suis principalement intéressé par la sélection de livres individuels. Mon but est d'abord d'indiquer les portions de l'Énéide qui ont été les plus souvent traduites et publiées de façon indépendante et d'en identifier les raisons. Je pense qu'il n'y aura rien d'étonnant dans cette partie. Ensuite, je vais mentionner les aberrations où le choix de traducteur provoque des questions plus difficiles. Comme on pouvait s'y attendre, le livre le plus souvent traduit séparément est le livre 4, qui décrit les amours entre Aînée et Didon. Voyons d'abord Joachim de Du Bellay, poète français, critique littéraire et membre de la Pléiade, qui a fait des traductions de l'Énéide 4 et 6. Le contexte plus large montre que 7 traductions françaises de l'Énéide entière ont été publiées durant les 100 ans 1483 à 1582. Comme Valerie Worth Stiliano affirme dans son essai Virgilian Space in Renaissance French Translations of the Aeneid, toutes les 3 premières traductions, la version peut-être par Guillaume de Leroy en prose, faite en 1483, celle d'Octavien de Saint-Gelais, faite en 1509, et la version en prose par Elisène de Crène, 1541, ont toutes reflété les aspirations nationales de la France. C'est une illustration de la théorie de Susan Bassnett que les traductions sont le plus souvent produites par les cultures désireuses de forger une identité nationale. Pour ces traducteurs, la France était la nouvelle Troie. Voici la question. De ces 7 traductions produites au cours de 100 années, celle de Du Bellay est la plus limitée et sélective. Il traduit seulement l'Énéide 4 et 6, avec la mort de Palinure, un extrait pris de l'Énéide 5, publié dans le recueil de poésie. Pourquoi Du Bellay s'est-il limité de cette manière? Avant d'essayer de répondre directement, il est important de noter que l'on
dans La Défense et Illustration de la langue française, publié en 1549, Du Bellay avait méprisé l'activité des traducteurs. Il est donc surprenant de le voir se tourner vers la traduction si peu d'années après. Du Bellay admet ouvertement dans sa préface à sa traduction de l'Énéide 4 qu'il a modifié sa position. Mais en fait, sa préface articule la même position que dans La Défense. C'est-à-dire, le projet est de s'approprier pour la France la richesse d'autres cultures par un processus de naturalisation, de même que les Romains avaient fait avec la culture grecque. Du Bellay utilise la métaphore de la greffe. Il s'imagine comme un agriculteur et sa version de l'Énéide 4 comme les fruits de son jardin. Alors, pourquoi le choix limité par Du Bellay? Voici quelques possibilités. Premièrement, il a choisi le livre 4 afin d'être exemplaire ou programmatique. Il prévoit la création de l'épopée nationale de Ronsard, la Franciade, comme préconisé dans le chapitre 5 du deuxième livre de La Défense. Et dans sa préface à la traduction du quatrième livre, Du Bellay écrit « Notre poésie doit espérer je ne sais quoi plus grand que l'Iliade ». Ces traductions sont des exemples pour montrer comment la plus grande tâche pourrait être achevée. Deuxièmement, il a choisi ces deux livres, 4 et 6, comme les plus beaux, et il a décidé de ne pas poursuivre plus loin parce que, comme il nous dit dans la préface, c'était un exercice de plus ennuyeux labour que d'allégresse d'esprit. On peut supposer que la perspective de traduire le poème entier ne l'a pas attiré. Une troisième raison est proposée par Dorothy Coleman dans son étude sur la poésie de Du Bellay. Elle le voit comme un exercice grâce à lequel Du Bellay pourrait perfectionner sa technique poétique. Elle écrit « Il voulait écrire, mais son style encore avait besoin de polissage. Il en avait marre de la poésie d'amour et il ne savait pas quel sujet ou quel thème apprendre. Et ainsi, pour passer le temps, pour ainsi dire, il a traduit livre 4 de l'Énéide. À mon avis, Coleman ne s'exprime pas bien, mais elle dit quelque chose d'important. Il faut noter que la traduction de l'Énéide 4 de Du Bellay était accompagnée de traductions de 2 autres poèmes latins sur Didon, à savoir l'Héroïde 7 d'Ovide et un autre poème. Il est donc raisonnable de penser qu'un jeune poète, Du Bellay était alors âgé d'environ 30 ans, pourrait y trouver matière pour expérimenter. Une quatrième raison, peut-être la plus importante, est son désir de corriger l'image négative de Didon, selon Virgile et Ovide. Dans son épître liminaire, il dit qu'il veut rendre justice à Didon. Il le fait en incluant une épigramme attribuée à Ausone, dans laquelle la statue de Didon parle. Dans ce court poème, Didon est idéalisée comme une épouse modèle. Elle affirme qu'elle n'a jamais rencontré Énée et qu'elle s'est tuée elle-même pour protéger sa chasteté contre les menaces de Iarbas.
Et nous savons que Du Bellay n'était pas le seul à cette époque à vouloir dépeindre Énée comme coupable. Après le livre 4, l'Énéide 2 est le livre qui apparaît le plus fréquemment dans la traduction autonome. Dans de nombreux pays, la représentation de la guerre de Troie a été considérée comme pertinente en pratique. Par exemple, dans la version de 1483 du poème entier en prose française, la valeur de la traduction est dite résider dans les instructions aux citoyens sur la façon de résister à un siège, où il existe de résonance avec leur propre expérience. Donc, l'Énéide 2 informe le goût islandais pour les luttes courageuses contre vent et marée, comme on le voit dans le Trojumana saga datant du XIIIe siècle au XIVe. Il y a des échos de l'Énéide 2 au début de la littérature croate dans les poèmes épiques appelés La chute de la vie de Sighet. Je ne vais pas essayer son nom. Et le siège de Sighet, Petazrinski, je crois. Tandis qu'en Amérique latine, Alonso de Ercilla, dans son épopée sur les Espagnols au Chili, la Araucana de 1590, compare le pillage de Concepción à la chute de Troie. Et au Japon, un intellectuel éminent appelé Shiuchi Kato a comparé le bombardement incendiaire de Tokyo durant la Deuxième Guerre mondiale à la chute de Troie. Au sujet des traductions du livre 2, nous les trouvons au début de l'ère de l'imprimerie en plusieurs langues. En Espagne, la première traduction de l'Énéide était celle de Enrique de Villena en 1428 de l'ensemble du poème en prose. Mais précisément 100 ans plus tard, Francisco de la Natas a choisi le deuxième livre pour la première tentative en vers, utilisant l'endécasyllabe espagnol. En Italie, la première traduction autonome de l'Énéide 2 était par Ippolito de Médicis, publiée en 1538. En Angleterre, vers l'an 1540, le jeune homme Henry Howard, le comte de Surrey, faisait la première traduction anglaise de l'Énéide. Il a choisi les livres 2 et 4 pour son matériel. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons de penser qu'il a voulu se démarquer du projet de Gavin Douglas, qui, comme j'ai mentionné lundi dernier, a fait une traduction du poème entier en écossais, en couplet rimé. En revanche, Surrey a choisi pour son maître les décasyllabes sans rime. Le traducteur écossais était clairement royaliste, comme est indiqué par son traitement positif d'Énée et par son inclusion dans sa traduction du 13e livre de Maffeo Veggio, où l'apothéose d'Énée est décrite. On a suggéré que Surrey, étant membre de l'une des plus anciennes familles de l'Angleterre, pourrait voir que l'ancien ordre aristocratique était en train d'être déplacé par les Tudors et qu'en conséquence, la perte de Troie a eu un appel fort pour lui. Ce n'est pas par hasard que le roi protestant,
Henri VIII l'a exécuté pour trahison en 1547. Marie Ier, cependant, qui a restauré le catholicisme, était plus bienfaisante pour la famille Howard, ce qui explique sans doute pourquoi les traductions de Surrey ont été publiées au cours de son règne. Tout de même, il me frappe que sa traduction du livre 4 a été publiée 3 ans plus tôt que sa traduction du livre 2. Je pense que le livre 4 était moins controversé parce que, d'après l'interprétation courante selon laquelle Aîné se détrône de la paresse et de la luxure afin de reprendre la vie publique et d'accomplir son destin, il pourrait être perçu comme un voyage de la jeunesse à l'âge adulte. Cette interprétation présente Aîné comme l'homme idéal, tandis que Didon représente la libido et les tentations de la chair, qu'Aîné rejette noblement quand il reprend à l'exhortation des dieux de quitter Carthage. En revanche, la traduction du livre 2, La lamentation pour la chute de Troie, qui aurait pu être plus controversée, a été publiée 3 ans plus tard, en 1557, dans une anthologie de nombreux poèmes où, je pense, il pourrait attirer moins d'attention à soi. Au XIXe siècle, 2 traductions du livre 2 sont apparues sous le titre de La destruction de Troie, une en russe et une en hébreu. La version russe était par Vassili Zhukovsky, le fondateur du romantisme russe et un poète-traducteur extraordinaire. En 1822, Zhukovsky a publié sa traduction du livre 2 en hexamètre. La traduction semble dater de la période dans la vie de Zhukovsky où il était employé à Saint-Pétersbourg comme tuteur personnel de la grande-duchesse Alexandre Féodorovna, épouse du grand-duc Nicolas, le futur tsar Nicolas Ier. Beaucoup des traductions les plus estimées de Zhukovsky ont été écrites comme exercice de langue pratique pour Alexandre. Il semble probable que la destruction de Troie a été parmi elles, ce qui peut expliquer pourquoi il n'a pas poursuivi le projet plus loin. De ces mêmes années datent ces versions d'extraits de l'Iliade et des Métamorphoses d'Ovide. Dans ces dernières années, après sa retraite de la cour en 1841, Zhukovsky a consacré son attention à d'autres traductions en hexamètre, y compris les épisodes de la Mahabharata et le Persin Shahnameh, et il a fini avec sa version de l'Odyssée, publiée en 1849, qui, à côté de l'Iliade de Gnedich, est devenue le Homère russe. Nous pouvons peut-être voir son Énéide comme un essai de la technique d'hexamètre à laquelle il est revenu plus tard. Et nous pouvons probablement attribuer sa préférence d'Homère à Virgile à la tendance générale parmi les poètes romantiques de privilégier la culture grecque plus que latine. Les connexions de Zhukovsky avec les intellectuels et les poètes allemands ont probablement affecté ses goûts en la matière. La version en hébreu, appelée Harisut Troia, je ne sais pas comment traduire ce titre, publiée en Lituanie en 1849, a été écrite par un autre poète traducteur, Mika Lebenson.
Le titre, traduit littéralement, signifie « les ruines de Troie ». La traduction de Lebenson est basée sur la traduction du livre 2 en allemand de Schiller. Lebenson voit l'exode juif d'Égypte comme parallèle au vol de Troie. Lebenson a fait ses études en allemand, polonais, russe et français à partir d'un jeune âge. Après avoir contracté la tuberculose en 1847, il a visité de différents sanatoriums, y compris celui de Berlin, et il fut exposé de plus à la culture allemande. Malheureusement, sa maladie n'a pas été guérie et il est mort à un jeune âge. Donc, dans son cas, sa mort peut expliquer pourquoi il n'a pas poursuivi le projet. Dans son introduction à la traduction, Lebenson note que Virgile est l'un des plus grands poètes de toutes les générations et que l'Énéide est un chef-d'œuvre de beauté et de valeur qui avait déjà été traduite dans toutes les autres belles langues en Europe. À propos, je suis très reconnaissante à ma collègue à l'Université de la Colombie-Britannique, Daphne Arbel, pour avoir traduit l'hébreu pour moi. Lebenson, comme un fanatique et amoureux de la langue hébraïque, indique qu'il estime qu'il est son devoir à fournir une traduction en hébreu de ce chef-d'œuvre pour les lecteurs de l'hébreu. Il se défend de traduire une partie seulement du poème et il s'attend à être blâmé par la critique pour cela et pour son approche assez lâche. Il affirme qu'il a intégré toute idée noble et concept supérieur trouvé dans cette grande œuvre. Et il dit qu'il n'a omis que les parties qui ne bénéficieront pas aux lecteurs hébraïques. Lebenson indique alors son intention de fournir un bref résumé de l'histoire de la guerre de Troie en commençant en l'an 2966, après que le Seigneur Dieu a créé la terre, lorsque le roi Priam a régné sur Troie, ce qui ressemble à une tentative de s'approprier le texte latin pour la culture hébraïque. Cette version du livre 2 du XIXe siècle en russe et en hébreu ramène à Friedrich Schiller, qui a fait de traductions allemandes des livres 2 et 4. Il a apparemment été inspiré pour composer ces traductions après le succès de la parodie d'Alois Blumauer, Aeneis Travestiert, ce qui semble avoir incité la dérision publique de Virgile. C'était bien sûr une époque où Homère a été beaucoup favorisé par rapport à Virgile. Pourquoi Schiller a-t-il choisi les livres 2 et 4? Au XVIIIe siècle, le programme de l'école allemande a spécifié l'étude des livres de l'Énéide choisis parmi 1, 2, 4 et 6. Donc, tout le monde aurait connu ces livres. Et Schiller avait auparavant fait une traduction d'un passage du livre 1 en hexamètre allemand, le maître favorisé par Johann Heinrich Voss pour sa traduction importante de l'Odyssée. Mais selon Schiller, ce maître était limité. Donc, pour ses traductions des livres 2 et 4, il a choisi une strophe iambique rimée de 8 vers. Il n'a rencontré aucun succès dans sa tentative
de réhabiliter de Virgile, et bien qu'il ait promis de traduire d'autres livres, il ne l'a pas fait. Je passe maintenant au premier livre de l'Énéide, qui semble être le prochain livre le plus souvent distingué pour la traduction individuelle. Ce n'est guère surprenant. Intrinsèquement, il contient la première rencontre entre Énée et Didon. Et extrinsèquement, c'est un bon point de départ pour aucun traducteur qui contemplait s'attaquer à tout le poème. Il y a plusieurs cas où le traducteur évidemment fléchissait ses muscles ou cherchait du patronage pour son projet plus grand. Par exemple, Nicholas Brady a publié en 1714 Proposals for the publication of a translation of Virgil's Aeneids in blank verse, together with a specimen of the performance. L'échantillon comprenait les 100 premiers vers du premier livre. Cette traduction a été publiée par abonnement et a été achevée en 1726. De même, Christopher Pitt, un protégé du poète Alexander Pope, en 1728, a produit une traduction pilote du livre 1 en couplet héroïque, c'est-à-dire il était en concurrence directe avec la traduction de Dryden. Pitt a publié son Énéide complète en 1740 et sa traduction a eu une longue durée de vie. Maintenant, je vais revenir en arrière dans le Cinquecento pour discuter d'une traduction qui est partielle en raison de l'absence de prise de patronage. C'est assez amusant ce cas. Mon étude de cas est l'italien Giovanni Andrea dell'Anguillara et ma discussion ici est endettée à l'article de Craig Callendorf In Search for Patron, Anguillara's Vernacular Virgil and the Print Culture of Renaissance Italy. Anguillara ayant eu du succès avec sa traduction d'Ovide, il avait publié des livres des Métamorphoses 1 et A3 à Paris en 1554, s'est lancé dans une traduction de l'Énéide. Mais il semble avoir traduit seulement les livres 1 et 2 et puis avoir abandonné le projet. Sa traduction du livre 1 a été imprimée à Padoue en 1564 par un imprimeur qui se spécialisait dans les éditions de luxe. Anguillara a envoyé un grand nombre de copies de la présentation à des clients potentiels, mais apparemment sans succès. Callendorf offre la suggestion très plausible qu'Anguillara s'est coupé l'herbe sous les pieds grâce au fait qu'il ait échoué à se conformer aux attentes en matière de mécénat littéraire. Bien sûr, on sait que la coutume d'envoyer les copies de présentation a créé une obligation pour le bénéficiaire, mais évidemment, cette obligation pourrait être annulée par un comportement inapproprié par le poète. Anguillara a inclus 2 avis à la fin de l'ouvrage qui doivent avoir offensé les clients potentiels grâce à leur manière explicite. Il a écrit « Tous ceux qui remercient l'auteur de ce don, au moins avec des mots ou des lettres, seront trouvés par Énée dans les Champs-Élysées, où ils seront loués par Anchise. Les autres, par hasard, vont se retrouver en enfer et par leur propre faute. Et la réponse doit être adressée à la librairie Della Serena à Venise. Il n'est pas surprenant
qu'il n'a pas réussi à gagner de patronage et qu'il a abandonné son projet de traduire le poème entier. L'abandon du projet de traduire le poème entier a une cause différente, je crois, dans le cas de George Sand. Sa traduction de l'Énéide 1, An Essay to the Translation of Virgil's Aeneas, a été publiée en 1632, en annexe à sa célèbre traduction des Métamorphoses d'Ovide. Sand écrit qu'il a commencé sa traduction de Virgile de nombreuses années plus tôt, mais il s'arrêta car il était too heavy a burden, trop lourd un fardeau. Il paraît qu'il a écrit sa traduction de Virgile avant de servir comme trésorier de la Virginia Company qui tentait de coloniser la Virginie à ce moment. Il a terminé sa traduction des Métamorphoses alors qu'il était à la colonie. Selon James Ellison, le message colonialiste de l'Énéide a tenu un appel fort à l'époque pour les impérialistes anglais qui étaient heureux de s'identifier comme Troyens qui étaient ordonnés par les dieux de fonder un empire puissant. C'est probable que Sand a traduit le discours de bienvenue de Didon aux Troyens peu de temps après le mariage en 1614 de la princesse indienne Pocahontas au colon John Rolfe, un événement qui semblait promettre tant pour les colons. Alors, pourquoi a-t-il préféré traduire Ovide que Virgile? Peut-être que le travail était simplement plus sympathique. Mais c'est possible que le massacre catastrophique de la colonie dans la première année de son arrivée l'a traumatisé si profondément que cela a secoué sa vue de l'entreprise coloniale. Après son retour en Angleterre en 1625, il ne revint jamais ni à la Virginie, ni au projet de traduire l'Énéide. Je viens maintenant à l'Énéide 6. Les traductions anglaises notables incluent, pour les raisons différentes, celles de Harrington, Boys, Robert Bridges et Seamus Heaney. Deux de ces traductions, celle de Harrington et celle de Bridges, sont des expériences métriques. À mon avis, cela explique pourquoi ces traducteurs n'ont pas continué leur travail. J'ai mentionné John Harrington lundi dernier. Il semble qu'il avait eu l'intention d'attaquer plus de parties de l'Énéide, mais a désisté en raison de la difficulté excessive de son maître choisi. Robert Bridges, qui était poète lauréat de 1913 jusqu'à sa mort, a écrit une version expérimentale d'une partie de l'Énéide 6, La vision d'Énée, au cours de l'hiver de 1905. Il a utilisé l'hexamètre quantitatif anglais. La publication est finalement apparue en 1917 dans un mince volume intitulé Ibant Obscuri, An Experiment in the Classical Hexameter. Le mot-clé dans le titre est expérience, experiment. Évidemment, l'état actuel de poésie anglaise lui déplaisait. Il pense que toutes les expériences méthodiques sont de valeur, quel que soit leur résultat. En particulier, il critique ce qu'il appelle l'hexamètre accentual comme mieux adapté pour un travail plus léger. Ceci suggère que selon lui, elle n'avait pas la dignité ou la sonorité de l'épopée. Sa traduction, qu'il appelle un paraphrase,
apparaît sur la page de droite avec le latin interrezo. Sur la page de gauche, on voit des extraits d'autres traductions des mêmes vers, dans ce qu'il appelle un cento, pris des versions célèbres de Douglas, Fair, Dryden et Pitt, et aussi des traducteurs inconnus du XIXe siècle. Au moment de la publication, Bridges avait réalisé que son essai était un échec. Il dit que sa version manque entièrement la qualité poétique. Mais plutôt, Bridges avait pris un point de vue plus optimiste. Par exemple, dans une lettre écrite en 1909, dit-il, « Les rythmes que mon expérience a donnés sont très riches et très bien. J'étais à Saint-Moritz et j'en ai fait une bonne partie tout en patinant. » Il semble clair qu'il a choisi un des passages les plus puissants et les plus mémorables dans l'ensemble du poème, avec le but d'élever la poésie anglaise. Mais le projet était trop difficile à maintenir. Je vais maintenant passer à un bref examen de quelques choix de livres seuls plus surprenants. En Italie, par exemple, Bernardino Daniello a publié sa traduction du 11e livre, la première fois en 1545 et plus tard dans un volume composite de toutes les œuvres de Virgile. Un autre cas est Aldobrando Ceretani, dont la traduction de l'ensemble de l'Énéide a été publiée en 1560. Mais il a essayé le poème en plusieurs étapes. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que sa première approche constituait les livres 7 et 8 en 1530. Évidemment, dans certains cas, les éditeurs commandent des livres spécifiques pour les traductions composites. Mais il y a plus à dire, pas aujourd'hui. En Angleterre, de la Restauration, les premiers projets de Dryden, dont la traduction de l'Énéide, ont été publiés à côté d'autres traductions de poètes latins en 1685, dans son Sylvae, or The Second Part of Poetical Miscellanies. Comme l'affirme Paul Hammond, Dryden utilise le formulaire du recueil pour explorer des questions philosophiques, y compris les décès de jeunes hommes et la puissance de la fortune. Dans ce volume, tous les extraits de l'Énéide traduits par Dryden proviennent des livres qui reçoivent moins d'attention. Les deux passages concernant Nisus et Euryale, les amants qui meurent ensemble, pris des livres 5 et 9, le récit de la mort du jeune Lausus et de son père Mezentius, du livre 10, et le discours de Vénus à Vulcain du 8e livre. Selon Hammond, les passages étaient à l'avant-garde des pensées de Dryden en 1684, quand il écrivait son poème To the Memory of Mr. Oldham, son ami, le poète de talent, qui était mort de la variole l'année précédente à l'âge de 30 ans. Le poème commémoratif de Dryden dépeint Oldham d'abord comme Marcellus, le neveu de l'empereur Auguste, qui est mort très jeune, comme Virgile montre à la fin du livre 6, puis comme Nisus et Euryale. Plus tard, bien sûr, Dryden serait allé traduire tous les poèmes de Virgile pour son édition magistrale publiée en 1697. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a utilisé ces extraits moins travaillés
afin de parfaire sa technique. Et il me semble qu'il a choisi ces extraits grâce à leur contenu. Une autre aberration en termes de choix de matière est la sélection par Joseph Addison d'un extrait du livre 3 pour son Milton's Style Imitated in a Translation of a Story out of the Third Aeneid, publié en 1704. Addison, qui est surtout connu pour ses essais dans les journaux Tatler et Spectator, a consacré à la traduction une attention considérable plus tôt dans sa vie. Il a été impliqué dans le plan de Dryden, son ami, pour une traduction collaborative des Métamorphoses d'Ovide. Sa traduction des vers du livre 3 de l'Énéide a été publiée dans un recueil de poésie. Il a choisi la description de l'Etna et le récit de la rencontre avec les Cyclopes. Le titre qu'il a donné à sa traduction indique son intention. Il voulait plaider en faveur des vers blancs, comme utilisés par Milton, contre les couplets héroïques, comme utilisés dans la traduction récente de Dryden. Une des choses les plus étranges que j'ai découvertes à ce jour est la traduction autonome en polonais du livre 13 de Maffeo Veggio. En général, la Pologne ne figurera pas beaucoup dans ce chapitre de mon livre, car l'enthousiasme là pour Virgile semble avoir garanti que les traducteurs polonais ont traduit son œuvre entièrement plutôt que partiellement. Mais en 1606, Marcin Blaszewski a publié, j'ai vous donné le titre, c'est sa traduction du livre 13. Je pense qu'il doit y avoir une histoire là-bas que je veux explorer. En outre, l'Irlandaise Mary Leadbetter a traduit le livre 13 en couplet héroïque en 1808. Et hier, j'ai découvert qu'il avait une traduction française du livre 13e, faite par Pierre de Mouchot en 1578. Je vais passer maintenant à mes conclusions provisoires. Il faut clairement faire la distinction entre la traduction d'un seul livre dans le cadre d'un projet plus vaste qui a été interrompu ou abandonné et le choix délibéré d'un seul livre comme un projet autonome. Parmi les cas que j'ai pu discuter aujourd'hui, nous trouvons dans la première cas de ces catégories que le traducteur renonce pour l'un des motifs suivants et parfois une combinaison d'entre mort, distraction à d'autres travaux, désillusion, difficulté de la tâche, le déficit de patronage et une mauvaise réception. Dans la deuxième de ces catégories, où le traducteur a apparemment fait un choix délibéré de traduire une partie seulement de l'ensemble, ces raisons pourraient être les suivantes. 1. Le projet est un goût ou un essai préliminaire pour le projet plus grand. Cela s'applique souvent à l'Énéide 1 et à l'Éclogue 1. Soit qu'elle est achevée, soit pas. 2. Le texte sélectionné a une signification particulière pour le traducteur. 3. Le traducteur écrit pour un public avec les mêmes goûts ou la même éducation. 4. La traduction est écrite pour un éditeur
qui a demandé ou désiré des extraits. 5. La sélection s'inscrit au programme poétique du traducteur de renforcer sa propre littérature nationale. 6. La sélection est une façon de créer un changement dans la poétique contemporaine. 7. La sélection correspond à un ordre de jeu du jour poétique impliquant émulation ou lutte avec d'autres poètes ou traducteurs. 8. La sélection s'inscrit à son programme ou son allégeance politique. 9. La sélection s'inscrit à son programme moral. Il peut y avoir d'autres façons d'expliquer les sélections partielles par des traducteurs, mais tout ce que j'ai examiné jusqu'ici correspond à une ou plusieurs de ces raisons. Pour conclure, je vous propose un post-scriptum intéressant. La dernière version partielle de l'Énéide que je citerai aujourd'hui, c'est les 12 récits de l'Énéide par Michel Laporte, publié en 2010. C'était celui-ci. Ce volume illustré, destiné aux jeunes gens dont la série Flammarion Jeunesse est basée sur les livres 2, 3 et 4, et il néglige les livres 8 à 12. À cet égard, nous semblons avoir bouclé la boucle. Nous sommes revenus à l'expérience d'Augustin dans son enfance. La différence, cependant, est que Laporte comprend un épilogue bref, qui, dans une reprise du supplément du Machiavello, intentionnel ou non, invite le lecteur à imaginer une réconciliation générale, les noces avec l'avenir, la fondation d'une vie nouvelle, la naissance des futurs petits Romains. Encore aujourd'hui, nous voyons que ce texte classique de l'Europe est utilisé pour fournir des messages particuliers par l'attention sélective. Merci.